Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Alors bonjour Monsieur Bergala, bienvenue donc sur notre ciné-club virtuel pour le cycle Pasolini que vous présentez cette année et que nous poursuivons donc en ligne, que les gens peuvent consulter donc sur le site internet du Centre des Arts. Et donc aujourd'hui nous arrivons à l'avant-dernier film de ce cycle qui est donc Le Décaméron, qui était donc sorti en 1971. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bien, bonjour. Oui, donc en fait, quand Pasolini fait le Décaméron, évidemment, il ne peut pas le savoir, mais il ne lui reste que 4 années à vivre. C'est-à-dire que pendant ces 4 ans, il va tourner, en plus du Décaméron, d'autres films, 3 autres films. Alors, c'est une histoire étrange, comment il démarre sur le Décaméron. Il raconte qu'il était en avion pendant le tournage de Médée, et il a eu l'intuition, enfin il dit ça lui est arrivé à l'improviste, l'idée de faire un film sur un monde euh, ni barbare ni tragique, comme celui de Médée. C'est-à-dire, il dit, je voulais faire un film, au contraire, sur un monde plein de vitalité, de gaieté, de joie de vivre. Voilà. Et quand il a l'envie de faire un film comme ça, il pense immédiatement à Boccace. Et il dit, voilà, je voulais faire un film innocent et joyeux. Et cette innocence et cette joie, pour lui, c'est un acte de désobéissance par rapport à l'idéologie, par rapport à la censure, par rapport à tout. Donc, il y a quand même une visée un peu politique qui est de désobéir à l'esprit de sérieux et de désobéir à la censure, ce qui va arriver d'ailleurs. C'est-à-dire que la censure va se fâcher, mais bon, en tout cas, et à l'époque, il ne sait pas encore qu'il va en faire 2 autres, qui sont les Contes de Canterbury et les Mille et une nuits. C'est-à-dire qu'on a appelé ça après la trilogie de la vie, mais quand il commence, ça n'existe pas dans sa tête l'idée de faire une trilogie de la vie. Les films vont s'enchaîner très très vite, et l'expression, le concept de la trilogie de la vie viendra après le dernier, donc après les Mille et une nuits, au moment où il va abjurer la trilogie. Donc après l'avoir faite, je parlerai de ça plus tard sur la question de l'abjuration. Alors, ça s'enchaîne à toute vitesse, c'est-à-dire que il a un prix au Festival de Berlin, deuxième prix pour le Décaméron, et il est déjà en train d'écrire le scénario des Contes de Canterbury. Et le film Les Contes de Canterbury est encore au laboratoire, n'est pas encore sorti en salle quand il part en repérage pour Les Mille et une nuits. C'est-à-dire que cette trilogie, puis finalement après ça sera ça, elle s'enchaîne à toute vitesse. Il n'y a pas un temps d'un mois entre le tournage des 3 films. Et tout ça, ensuite, quand il aura abjuré la trilogie, il va faire Salaud, qui sera évidemment, par la force des choses, son dernier film. Alors, le projet de ce film est très différent des films antérieurs de Pasolini. Il dit, je n'ai pas voulu faire une œuvre d'art. J'ai voulu jouer avec la réalité qui plaisante avec elle-même. C'est-à-dire, l'idée, c'est, il n'y a pas de surmoi d'auteur qui donne un sens très rigoureux à tout ce qu'il dit. L'idée, c'était le jeu. Et il dit, on a vraiment joué avec les acteurs. Il disait, quand je les rencontre maintenant, si je vais à Naples, c'est comme si on se retrouvait dans un café et qu'on parle de quelque chose qui a été un moment comme ça d'amitié. Donc, voilà. Ça veut dire que son projet, en termes de cinéma, n'est pas du tout le même que celui des films antérieurs. Et ça lui a fait du bien, si j'ose dire. C'est-à-dire que finalement, ça a été un plaisir pour lui de les tourner, même si après, il va les répudier. Et en plus, ça va lui faire du bien aussi parce que le film aura un succès énorme et il va gagner beaucoup d'argent avec ce film-là et après, ensuite, avec les 2 autres. Alors, il explique que par rapport aux autres films,
dont Oedipe qu'on a vu, où les costumes étaient des costumes bricolés, inventés, assemblés par Pasolini. Il dit là, je suis resté un peu fidèle à l'histoire, c'est-à-dire les costumes sont ceux qu'on a pu voir, nous, dans les tableaux, les gravures, etc. Donc, il n'y a pas le côté bricolage des costumes. Il dit, mais par contre, au niveau du jeu, oui, au niveau du jeu, on s'amusait. Plus que plus que obéir à des règles, etc. On s'amusait ensemble, comme ils jouent dedans. Voilà. Et alors, presque, je parlerai plus tard des acteurs, mais presque tous les acteurs sont napolitains et il les a trouvés dans la rue, ou alors dans un genre un peu spécial, c'est-à-dire dans les théâtres napolitains qui jouaient en dialecte, il y avait des levées de rideaux. C'est-à-dire il y avait des gens qui venaient, qui racontaient des histoires, etc. Donc, il a trouvé beaucoup de figures secondaires pour son film dans les fameux levées de rideaux. Voilà, mais on en reparle tout à l'heure. Alors, il faut commencer par parler du livre, du Décaméron, qui est une œuvre essentielle dans la culture italienne. Alors, ça raconte l'histoire, ça se passe pendant la peste à Naples, à Florence. C'est-à-dire Florence est décimée par la peste et il y a 7 jeunes filles qui discutent entre elles et qui disent il faut partir, on va prendre du recul et on va aller à Fiesole. Fiesole, c'est un village qui est au-dessus, qui domine Florence, et on va se mettre dans un beau jardin, dans une belle maison, et on va regarder. Mais il y en a une qui dit oui, mais s'il n'y a pas d'homme, il manque quelque chose. Et alors elles se disent, mais où on va trouver 3 garçons? Et puis, il y a 3 garçons qui écoutent, qui disent, nous, on veut bien y aller. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont être 10, 7 filles, des gens très jeunes, hein, les plus vieux ont 25 ans, donc 7 filles et 3 garçons, et ils vont créer une sorte d'utopie. Et il y a une règle du jeu très précise, c'est que chaque jour, il y a un thème, et chaque jour, on désigne qui va raconter les 10 histoires. Donc, en tout, comme il y a 10 jours, ça fait 100 histoires. Donc, Pasolini avait devant lui un très grand choix de scénarios. Alors, comment est-ce qu'il a travaillé cette question du choix des nouvelles? Alors, Boccace, c'est l'inventeur de la forme de la nouvelle. Et son livre va inspirer beaucoup, beaucoup d'écrivains après lui, puisque l'idée de rassembler 100 petites histoires et de décrire du coup la société, un système idéologique et tout ça, c'est lui qui l'a inventé. Donc c'est extrêmement important. Alors son livre, c'est un large panorama de l'Italie de l'époque. Et il y a toutes les classes sociales. Il y a les nobles, il y a les pauvres, il y a les bourgeois, il y a les commerçants, c'est-à-dire c'est un panorama très complet de la société florentine, disons, de l'époque. Alors, Boccace, il a un rôle historique aussi dans la langue italienne, c'est-à-dire que Boccace utilise la langue toscane, qui à l'époque n'est pas la langue de tout le pays. C'est-à-dire c'est une langue vernaculaire, locale, même si... Et avec Boccace, cette langue florentine va devenir la langue culturelle pour toute l'Italie. Donc il y a une espèce d'un seul coup de dignité que ce texte donne à la langue florentine. Alors, Pasolini va faire quelque chose de très subversif, c'est-à-dire que lui, il va situer son film à Naples, qui est le contraire, enfin, si on peut dire, voilà. Et il va choisir le langage napolitain, parce qu'il dit, alors il s'explique là-dessus évidemment, il dit à l'époque actuelle, c'est-à-dire début des années 70, le florentin, c'est la langue néo-capitaliste et télévisuelle, c'est-à-dire tout ce qu'il déteste. Et il dit, il fallait donc que je sorte de ça et que j'aille ailleurs. Et pour lui, Naples, ça a toujours été une ville à part en Italie. Je pense que Naples n'a pas suivi
l'évolution que lui déteste de l'Italie, de la télé, du néolibéralisme, etc. Et il dit que Naples a résisté, et il dit Naples est une enclave dans l'histoire. Les Napolitains ont décidé de rester ce qu'ils étaient et ainsi de se laisser mourir. C'est-à-dire comme si la population napolitaine avait décidé de ne pas suivre l'évolution de l'Italie et de rester entre eux dans leur culture, leur parler, leur économie, quitte à se laisser mourir puisqu'ils sont plus pris dans le mouvement général, disons, de l'Italie. Alors, pour la musique, par exemple, il va travailler avec Ennio Morricone et ils vont choisir ensemble des vraies musiques napolitaines. Ils vont donc, en gros, la culture du film et la culture napolitaine, les acteurs napolitains, donc c'est un choix très très précis contre l'italien centralisé de l'époque où lui est en train de tourner. Alors, comment est-ce qu'il a procédé par rapport à l'adaptation du livre? Bon, il a choisi 10 nouvelles sur les 100 et il les a choisies un peu partout dans le livre. Il n'a pas pris, elles ne sont même pas dans l'ordre du livre, dans son propre film. Et il va inventer quelque chose, il va choisir 2 personnages du livre pour en faire des fils conducteurs entre les 5 premières histoires et les 5 dernières histoires. Donc, il y a 2 fils conducteurs. Le premier, c'est Ciappelletto, donc, qui est un libertin, un assassin, un voleur, qui est un homme absolument négatif, mais séduisant. Et c'est lui qui va être le fil conducteur des 4 premières histoires. J'en reparlerai après. Et à ce moment-là arrive Giotto, le peintre Giotto, qui va être le fil conducteur des autres histoires qui restent à raconter. Donc, ce n'est pas tout à fait comme un recueil de nouvelles, puisqu'il y a quelqu'un qui trace un lien entre les histoires qui sont très différentes et qui sont en train d'être racontées. Alors, Pardon. Donc, la question des comédiens est toujours fondamentale chez Pasolini. Qui faire tourner dans son film? Et donc là, il prend ces 2 acteurs vraiment fétiches, Franco Citti, puisque c'est avec lui qu'il a commencé à faire du cinéma, c'est avec lui donc à Catone, et après c'est lui qui jouera Oedipe, c'est-à-dire c'est son double. Franco Citti a toujours été un peu le double de Pasolini dans ses propres films. Et puis Ninetto, évidemment, Ninetto Davoli, qui lui aussi, dès qu'il a rencontré Ninetto, est dans tous ses films. Et tous les 2 vont être dans les 2 autres films de la trilogie. C'est-à-dire, c'est son petit noyau à lui pour tourner en confiance et en étant content de ce qu'il filme. Alors sur Ninetto, il y a quelque chose de très étrange dans ce film. Il y a plein de plans. C'est une image obsédante chez Pasolini. C'est-à-dire Ninetto, il est masqué jusque-là par le bord d'un tonneau, par le bord d'un mur, etc. C'est une image que Pasolini adore de Ninetto, et sur des photos aussi, il le fait poser comme ça pour voir que le haut, et surtout pour voir le regard de Ninetto. C'est une façon pour lui de voir le regard de Ninetto. Donc là, il s'en paye une tranche. C'est-à-dire que dès qu'il a l'occasion, il met Ninetto comme ça pour avoir cette image qui doit, pour lui, avoir des résonances personnelles. Enfin, c'est quelque chose qui est... Donc là, c'est assez beau sur ça. Alors, il y a un petit gag dans ce film, c'est que Ninetto, dans le film, joue un riche marchand de chevaux. Et donc, il va sur un marché et il vend tous ses chevaux. Il est content parce qu'il a plein de pièces d'or. Et il y a une femme qui le repère de loin. Et cette femme, c'est sa mère dans la vie. C'est-à-dire, il a fait jouer le rôle de la maquerelle qui va le faire venir chez la jeune femme à sa propre mère. Donc là, c'est le couple, disons, permanent de Pasolini. Ensuite, alors, on va voir revenir dans très peu de plans Silvana Mangano, qui était donc la mère de Oedipe
dans Oedipe Roi, et qui, pour Pasolini, représente sa mère. Pour lui, il dit, voilà, l'actrice qui est ma mère, c'est Silvana Mangano. Donc là, elle ne va pas jouer dans les histoires elles-mêmes, elle va jouer, à un moment donné, j'en parlerai après, il y aura 2 tableaux vivants. Et dans un des tableaux vivants, elle fait la Vierge. Donc, c'est un truc comme ça qui est permanent chez lui. Alors, il y a un autre personnage dans ce film que moi j'ai connu, qui est Giuseppe Zigaina. Zigaina, c'est un grand peintre italien du Frioul. C'est-à-dire que Pasolini l'a connu très jeune et c'était un ami permanent, Giuseppe Zigaina. Et Zigaina donc joue dans le film le personnage du prêtre, du confesseur qui est abusé par le menteur et le méchant, et alors il finit même par le sanctifier, alors que l'autre c'est un voyou absolu, c'est-à-dire il se fait baratiner par le mourant et il en fait un saint. Donc ça c'est le prêtre et donc Zigaina. Et Zigaina a écrit beaucoup de livres après la mort de Pasolini sur Pasolini. Et il a notamment une thèse que moi je ne partage pas, qui consiste à dire que si on lit depuis 20 ans tout ce qu'a écrit Pasolini, sa mort était déjà écrite, en gros. On peut toujours dire ça, que le thème de la mort était là, mais lui, il est un peu paranoïaque. Il explique de telle page, etc. On voit bien qu'il va être assassiné, donc voilà. Et Zigaina, alors, en fait, Zigaina, quand Pasolini a tourné Médée, donc très peu avant ce film, il avait logé la Calas chez Zigaina. Et bon, moi je suis allé filmer Zigaina et il m'a montré la chambre où dormait la Calas. Pour lui, c'était un truc extraordinaire. Ça veut dire que pendant le tournage de Médée, dans le Frioul, enfin dans les marécages, ils étaient très proches, ils se voyaient tous les soirs. Enfin, ça veut dire que Zigaina, du coup, quand il a eu envie après de tourner Décaméron, comme il était redevenu très proche de Zigaina, il a fait venir Zigaina pour jouer ce rôle de prêtre. Alors, la question la plus importante sur la question de l'acteur, c'est qui va jouer Giotto. Alors, d'abord, Giotto, dans le Décaméron, c'est une page, hein, c'est rien, c'est une des nouvelles très très petites où Giotto voyage avec un ami. Voilà, il pleut, ils sont trempés, ils partent avec un pays. Oui. Oui, en fait, par rapport à ça, j'ai lu, en fait, alors je me souviens plus dans le générique du film si c'est mentionné, mais il est souvent écrit qu'il s'agit du disciple de Giotto et pas de C'est ça. Giotto. Alors, qu'en est-il par rapport à ça? Alors en fait, c'est un gag, si j'ose dire. C'est-à-dire que, parce que Pasolini, il n'a pas eu l'idée du tout de jouer Giotto. Il voulait faire jouer Giotto par Sandro Penna, qui est, à ses yeux, le plus grand écrivain italien de sa génération. Enfin, pour lui, Sandro Penna, il était déjà en contact avec lui avant de quitter le Frioul. Donc c'est un grand écrivain de l'homosexualité avec les jeunes gens. Donc Sandro Penna. Et Sandro Penna lui a fait croire qu'il allait jouer le rôle. Et puis 3 jours avant, il lui a dit non, je ne peux pas faire ça. Donc du coup, Pasolini s'est retrouvé très coincé. Et c'est bizarrement, c'est Sergio Citti. Donc Sergio Citti, c'est le frère de Franco Citti qui lui a appris le langage des banlieues. C'est lui qui lui a appris à écrire les dialogues comme ça, dans Romanesco. Et donc, ensuite, il venait de faire un film lui-même, qui est un très très beau film, juste avant, qui s'appelle Ostia, qu'il a tourné en 70. Et donc, il avait un statut, c'est un vrai beau film, donc il avait un statut de réalisateur. Et Pasolini dit, j'étais très content qu'il quitte, voilà, il n'a pas dédaigné de venir être mon assistant. Donc, du coup, évidemment, c'est un lien très fort entre eux. Et donc, Sergio Citti lui dit, mais c'est à toi de jouer le rôle de Giotto. Et du coup, Pasolini accepte, mais il dit, ça serait très vaniteux que je joue Giotto, je vais faire l'élève de Giotto. En fait, on voit bien que c'est lui qui peint. Je veux dire, c'est un pur leurre, cette question qu'il ne serait pas le vrai Giotto. Donc, c'est évident que qu'il est Giotto. Alors, bizarrement, Giotto était très laid. Et c'est un des sens de la nouvelle de Boccace.
Et Pasolini va faire le contraire, c'est-à-dire dans le film, c'est très impressionnant. On dirait un combattant japonais, il montre ses muscles, il se met dans des positions comme ça de concentration, il filme ses muscles quand il monte sur les... C'est-à-dire qu'il fait le contraire, il essaye de donner de Giotto une image qui est le contraire de son image réelle, y compris dans Boccace, c'est-à-dire quelqu'un qui serait très très laid. Donc il y a beaucoup de narcissisme je trouve, dans la façon dont Pasolini est content d'incarner Giotto. Alors, évidemment, ça change tout, le fait que ce soit lui qui joue Giotto, parce que d'un seul coup, au lieu d'avoir une page, il va inventer plein de scènes. Et ces scènes, elles sont fondamentales puisqu'elles permettent de comprendre le processus de création de Giotto, du début à la fin, puisque au début, on amène les échafaudages, il ne craint pas l'échafaudage, il n'y a rien sur le mur, etc. Et au fur et à mesure de la deuxième partie du film, on va arriver jusqu'à la fresque terminée et on voit techniquement comment ça se passait. On voit les aides qui broient les terres pour faire les couleurs, on le voit quand il est pris d'inspiration, il est en train de manger avec les moines, et d'un seul coup, il laisse tout parce qu'il a une idée qu'il veut aller peindre. Donc, c'est comme si Pasolini, racontant l'histoire de Giotto, racontait sa propre histoire en train de faire le film. Et il dit finalement, dans le film, il va vers Naples, et moi aussi. Je suis allé faire mon film à Naples. Alors, il y a un gag que j'aime beaucoup, c'est que par deux fois, donc, Pasolini, Giotto repère des personnages. Et il fait comme au cinéma, c'est-à-dire, il fait ça, il cadre comme s'il était cinéaste en fait, alors que ce geste-là n'existait pas. J'imagine, à l'époque, ça n'avait aucun sens. Voilà. Donc, il repère deux fois sur un marché les personnages qui vont être les personnages principaux de l'histoire qui va suivre après. Alors, oui, il repère le personnage de la jeune fille Rossignol, là, voilà, et le prêtre qui fait des transformations pour coucher avec la femme du paysan. Donc voilà, c'est lui qui... Donc ça veut dire il s'identifie en faisant son propre film à ce que devait être le travail de Giotto au moment où il faisait sa fresque. Donc c'est assez drôle. Et ça aurait été moins bien, évidemment, si ce n'est pas lui qui avait joué le rôle. Si Sandro Penna, ça aurait un autre intérêt, c'est qu'on aurait vu Sandro Penna jouer, mais c'est beaucoup mieux comme ça. Enfin, moi, je trouve que du point de vue de l'intérêt pour le spectateur, c'est évidemment beaucoup mieux comme ça. Alors, la chose très étrange à la fin du film, c'est que la dernière phrase, c'est donc la fresque est finie, Giotto regarde son travail et il dit « Pourquoi réaliser une œuvre quand il est si beau de se contenter de la rêver ?» Comme si l'œuvre exécutée était toujours décevante par rapport au rêve que l'on avait du travail ou du film. Donc c'est une espèce d'aveu comme ça de Pasolini qui est touchant. Enfin, je trouve ça assez touchant. C'est-à-dire finalement, le film n'est jamais aussi beau que quand on le rêve. Parce qu'après, quand on le fait, forcément, ça dégringole. Oui. En fait, par rapport à ça, justement, moi, ça me donne envie de reparler d'un moment que j'aime beaucoup, en fait, c'est quand quand il rêve, en fait, du tableau avec Silvana Mangano, qui est magnifique. Et donc, on le voit sur sa couche, et puis après, il se réveille, etc. Et, et effectivement, le rêve est quelque part beaucoup plus beau, en fait, je trouve, quelque part, que la représentation qu'on voit, même si c'est une peinture qui est magnifique. Mais la façon dont il l'a mis en scène, en fait, Silvana Mangano et un tableau. Je n'ai pas, moi, en fait, toutes les références d'inspiration, etc. Mais on voit bien qu'il y a effectivement d'un côté l'enfer, etc., le paradis. Enfin, c'est vraiment magnifique. Et, et alors, ça amènera à une autre question, mais je voulais du coup, je ne sais pas si c'est le moment de reparler en fait du rapport de cette mise en scène avec celle qui était faite pendant la Ricotta, des tableaux, voilà. Mais je sais, est-ce que là-dessus, est-ce que vous auriez un commentaire particulier en fait sur Oui, parce que c'est assez passionnant dans ce film de voir ce qu'il a fait des tableaux vivants. Donc il y en a deux. Le premier, c'est à peu près introuvable d'où ça vient. C'est visiblement soit du Bruegel,
soit du Bosch. C'est des détails. On voit qu'il y a une femme qui est un peu la reine des squelettes. Enfin, c'est un truc sur la mort. Il y a des cadavres entourés de bandelettes, etc. Mais c'est des morceaux. C'est pas un tableau entier. Peut-être que c'est inspiré de plus. J'ai pas trouvé. J'ai cherché longtemps. J'ai pas trouvé d'où venaient ces fragments, disons, de représentation. Évidemment, donc ça c'est le premier. Et le premier, c'est très bizarre. Il coupe l'histoire de Ciappelletto. C'est-à-dire Ciappelletto est missionné par son patron pour aller flouer des gens dans une autre ville. Il part, et là, l'histoire de Ciappelletto s'arrête, et on a ce tableau vivant, ces fragments, disons, de tableau vivant sur ça. Et ensuite, quand il arrive là où il doit arriver, il va mourir. C'est-à-dire que c'est comme si ces tableaux, c'est pas lui qui les rêve, c'est Pasolini qui les insère dans son récit, mais en même temps, ils annoncent sa mort, puisqu'après, quand il meurt et qu'il est déclaré saint, etc., il va être lui aussi entouré de bandelettes, et son cadavre ressemblera à celui de Bosch. Enfin, moi, je pense que c'est plus Bosch que Bruegel, mais j'en sais rien. Si quelqu'un qui nous écoute peut identifier précisément ça, voilà. Par contre, donc, le deuxième tableau vivant, lui, il est très facilement identifiable, c'est le Jugement dernier, effectivement, de Giotto, qui est un immense tableau. Et le Jugement dernier, là, il est rêvé par Giotto et par Pasolini. C'est-à-dire là, c'est très clair. Il est dans le lit, il voit l'œuvre qu'il va accomplir. Alors, ce que Pasolini fait c'est un très grand tableau. Hein, c'est une fresque très énorme. Donc, il va vraiment reprendre parfaitement la structure. Par exemple, en bas, il y a une croix, il y a deux types qui sont à la croix, il y a le donateur qui porte la maquette de l'église, etc. Tout ça, il va le reprendre, mais il va épurer complètement tout le reste. C'est-à-dire que l'enfer et le paradis, au lieu qu'il y ait 200 figurants, il y en a 10. C'est-à-dire que, mais c'est un travail en même temps respectueux, complètement respectueux de la structure de l'œuvre. Alors, ce qui est moins, évidemment, par rapport à Giotto, c'est que dans le Jugement dernier, c'est le Christ en majesté qui est au milieu de la mandorle, et là, c'est la Vierge. C'est-à-dire que ça, c'est Pasolini, c'est-à-dire pour lui, la figure qu'il aime le plus dans la religion, c'est celle de la Vierge, plus à la limite que celle du Christ, même si le Christ était aussi très important pour lui. En tout cas, donc là, changement très, très violent, si on peut dire, voilà, par rapport à ça. Mais le tableau est fait avec beaucoup de minutie, et il fait une chose très bizarre. Il met dans l'enfer, sur les damnés qui descendent vers l'enfer, il y a des vrais acteurs nus comme ça qui descendent, et puis il y a par exemple sur le gibet, c'est des papiers découpés, enfin c'est des figurations plates des morts qui ont été pendus. Donc il fait un drôle de mélange sur les matières de l'expression. Voilà. Mais c'est vrai que cette fresque, en tant que tableau vivant, est très très belle. Alors, par rapport à ce film, évidemment, se pose beaucoup la question de la nudité, puisque ce film, historiquement, en Italie, est considéré comme le premier film non X, puisque c'était un film qui devait sortir dans toutes les salles, où on voit un sexe d'homme en érection. Il faut regarder de près, hein, parce que en fait, c'est pas très vrai. Il y a vaguement un moment quand il s'approche de la nonne couchée, mais c'est sombre. Je veux dire, quand on dit ça, c'était le premier film où il y avait des exagérations, on imagine des choses qui n'y sont pas vraiment dans le film. Il y en aura plus dans Le Milieu de nuit. En tout cas, pour lui, c'était très important d'ouvrir le champ du représentable, il dit. C'est-à-dire, il dit, pour moi, on était passé à l'époque de la consommation et de la sous-culture.
et on perdait toute réalité, et la seule réalité qui survivait, c'était celle des corps, et des corps dans les classes pauvres. Il précise, c'est-à-dire que pour lui, ce qui reste de réel au moment où le triomphe de la société de consommation et de la télévision, c'est la réalité physique du peuple, en gros, et du coup, pour lui, comment dire, le noyau le plus fort pour représenter ça, c'est le sexe. Ils l'ont représenté simplement. Il n'y a aucun érotisme d'une certaine façon dans ce film. Et quand il va abjurer, il va dire finalement j'ai eu tort parce que ça n'existe plus. C'est-à-dire que même dans le peuple aujourd'hui, tous les jeunes sont corrompus par l'idéologie de la consommation, la culpabilité, etc. L'innocence que moi je voulais donner aux actes sexuels, elle n'existe plus nulle part. Donc il dit c'est pour ça que je renie ce que j'ai fait parce que c'était un masque, c'est pas vrai, c'était faux. Alors c'est vrai quand même que ce film a été très important en Italie pour les autres cinéastes italiens. Et lui, il dit, c'est moi qui ai ouvert la voie à Bertolucci et à Ferreri. C'est-à-dire, après ce film, après la trilogie, les cinéastes ont pu montrer des corps nus, etc., sans être censurés complètement. Les films sont sortis, etc. Donc il dit, j'ai fait avancer un peu l'histoire, enfin l'histoire de la représentation au cinéma à ce moment-là. Alors, sur la question de la sexualité dans le film, c'est intéressant parce que l'acte sexuel est filmé sans un gramme de perversion. C'est-à-dire c'est la chose la plus brute, la moins cultivée possible. C'est une sexualité innocente. Dans les films, par exemple, dans l'histoire du jardinier qui couche avec toutes les nonnes, elles se mettent sur le dos, elles écartent les jambes et lui, il vient dessus. Ça reste totalement brut de décoffrage, c'est-à-dire il n'y a pas la moindre perversion. L'idée de perversion, pour lui, est étrangère à ce qu'il veut montrer, c'est-à-dire l'espèce d'innocence, alors que, évidemment, pour lui, c'était le contraire. Je veux dire que on peut imaginer que la perversion, c'était très important pour lui, en réalité. Donc, c'est un effet vraiment de représentation. Alors, ce qui est aussi un peu étrange, c'est que dans les Camerons, il y a des scènes homosexuelles. Et là, il n'y en a aucune. C'est-à-dire, là, c'est très hétérosexuel, sauf Ciappelletto, puisque Ciappelletto, dès le début, quand celui qui l'envoie dans l'autre ville lui dit « Toi, tu es un voleur, tu es un voyou, tu as tué des gens », ce qu'on voit dans le film, puisque c'est lui qui tue quelqu'un au début et qui il jette le sac dans les ordures, et il dit « En plus, tu es homosexuel ». Donc c'est un personnage homosexuel, mais c'est juste dit. C'est-à-dire que dans le film, on ne voit rien de ça. Alors, il y a une scène, aujourd'hui, ça ne passerait pas, c'est quand Ciappelletto, il écoute, il y a un conteur qui raconte des histoires. C'est au marché, sur la place du marché, et lui, il vole la bourse avec les pièces d'or d'un gros type qui est là et qui regarde, et il montre l'argent à un jeune garçon qui doit avoir, je sais pas, 12 ans, et il lui touche un peu le sexe, ça veut dire qu'il achète quelque chose à venir. Donc, effectivement, c'est très disque, ça passe très vite, hein, c'est pas un truc, mais en tout cas, l'idée que c'est la seule chose qui relève de l'homosexualité. Tout le reste est très hétérosexuel. Donc mais Pasolini a toujours pensé que c'est pas en montrant ce qu'on fait soi-même qu'on est universel. C'est-à-dire, pour lui, ça n'avait aucune importance. Pour lui, c'était pareil. Enfin, montrer voilà. En tout cas, c'est intéressant par rapport à comment dire, au choix que Pasolini fait des nouvelles du Décaméron. Il fait ce choix. Alors sur les relations hommes-femmes, c'est très, très intéressant. C'est-à-dire que chez Boccace, déjà, mais dans le film surtout, les femmes, elles sont autant entreprenantes que les hommes, elles sont autant désirantes que les hommes, et c'est elles qui souvent choisissent.
et assument leur désir, qu'elles soient nonnes ou bourgeoises. C'est-à-dire, en gros, c'est par exemple, celle qui attire Ninette chez elle dans le conte de la merde, où Ninette tombe dans la fosse à merde, c'est du pur calcul. Elle l'a vu, elle le fait venir, elle se débrouille pour qu'il pose de l'argent, puis après, elle le fait tomber, on voit que le mec scie les planches dans le baquet à merde, etc. Donc, c'est du calcul, et c'est les femmes qui calculent. Beaucoup dans ce film, c'est pas tellement les hommes, et les femmes trompent allègrement leur mari. C'est dans le conte de la jarre, par exemple, où elle est au lit avec son amant, le mari arrive en avance, elle met l'amant elle met son mari dans la jarre pour qu'il nettoie la jarre, en disant que son amant l'a acheté plus cher que celui qui devait l'acheter, et elle couche avec son amant pendant que le mari est dans la jarre. Bon, c'est quand même costaud sur, comment dire, sur le fait que à l'époque dont Bocas parle, les femmes n'étaient pas du tout soumises, ou elles avaient autant de droits, disons, au choix, au désir, que les hommes, dans ce film-là, même plus. Donc c'est un film, j'ai envie de dire, assez militant par rapport à ça, sur le choix qu'il fait de ça. Et par exemple, dans le conte du pot de basilic, où la jeune fille de bonne famille, qui a 3 frères, qui la surveillent jalousement, elle transgresse la loi sociale, la loi des frères, puisqu'elle couche avec un commis, c'est-à-dire un ouvrier de ses frères. Bon, ça lui coûtera cher à lui, puisque ses frères vont le tuer. Et elle va récupérer sa tête et la cacher dans un pot de géranium. Je trouve que l'idée est très, très drôle. Et surtout que cette scène commence par un plan du géranium, mais avant que tout ça arrive. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, il fait un plan de présentation. Et après, à la fin, quand on revoit le plan, évidemment, le pot de géranium prend une toute autre signification qu'à ce moment-là. Alors, donc, on peut dire que dans le film, les nouvelles choisies par Pasolini sont celles où les femmes, y compris les religieuses, jouent un rôle moteur dans la séduction. Et elles sont très malines et rusées pour parvenir à leur fin. Voilà, ce qui était le Décaméron, pour Pasolini, a aussi cet avantage-là. Ce n'est pas un récit qui est dans une idéologie où les hommes dominent. Même les femmes, disons, en gros, pour la vie, sont plus malines. Oui. Oui, justement, par rapport à ça, je trouve ça intéressant parce que, d'une certaine manière, enfin, on considère que quand même que les années 60, c'est quand même le moment d'un mouvement de libération sexuelle, des mœurs, également aussi le féminisme, hein, je pense qu'il commence à être très fort au début 70. Et c'est vrai que du coup, de ce que vous dites, on voit bien que le film, quelque part, il participe quand même aussi un peu à ça. Et en même temps, ce que je trouve ambigu, c'est que le discours de Pasolini, c'est de dire que la sexualité de ses contemporains est finalement assez détestable, en fait, à ses yeux. Et en fait, pour moi, il y a quand même un peu un paradoxe, c'est-à-dire que tout ce qui ressort en fait de la libération sexuelle ou des mœurs, en général, c'était pas forcément uniquement celle du petit peuple, en fait. C'était aussi la bourgeoisie qui portait ça. Et comment est-ce que vous voyez un paradoxe là, en fait? Comment vous l'expliquez? Enfin, c'est le paradoxe de Pasolini. Pasolini dit, évidemment, je suis pour la libération des mœurs, mais quand la libération des mœurs, elle est imposée par la télé et par l'idéologie petite bourgeoise, je n'en veux surtout pas. C'est-à-dire, en gros, il dit, historiquement, je devrais être du côté de la libération des mœurs, puisque lui-même, il en souffre, hein, lui, en tant qu'homosexuel, mais il dit, il n'y a rien de pire qu'une libération obligatoire. Comme si, c'est ce que Foucault dira, hein, bien plus tard. Foucault dira, la liberté, si elle est imposée, c'est plus... Et pour Pasolini, la télé imposait des comportements, y compris sexuels, qui, même si objectivement, lui,
les aurait souhaités, la façon dont ça arrive, il dit c'est dégoûtant. Et c'est pour ça qu'il abjure aussi la trilogie, en disant cette libération d'abord, il pense qu'elle est totalement petite bourgeoise, qu'elle est prise dans des codes, qu'elle n'est pas vraiment transgressive. C'est son problème à lui, hein, c'est-à-dire que lui, il aurait pu profiter de la libération homosexuelle, mais c'est pas ça qu'il veut. Je veux dire, il veut pas, lui, être dans le jeu des choses autorisées, tout simplement. Et c'est pour ça que lui, il a des pratiques plus cachées, enfin il cherche pas ce qui est autorisé, parce que pour lui, il n'y aurait plus de plaisir. En gros, c'est comme ça. Et du coup, il cherche d'autres couches de la population que les petits bourgeois homosexuels qui seraient tout à fait d'accord de participer à cette libération. Là, en gros, alors, c'est un paradoxe auquel il a beaucoup insisté là-dessus, hein, Pasolini, c'est-à-dire qu'il est bizarrement dégoûté parce que, historiquement, il souhaitait. Il est dégoûté par la forme capitaliste, que prend la libération, de la même façon que en mai 68, il est contre les étudiants. Il dit, moi je suis pour les CRS, parce que les CRS, c'est des fils de paysans, ils n'ont pas de boulot, ils viennent ici et c'est leur seule façon de gagner leur vie, alors que les étudiants, c'est des fils de bourgeois, ils jouent un peu avec la guéguerre, en gros. Donc là, il en a pris beaucoup, parce que là, en Italie, les journaux et tout, ils se disent, il est devenu fou, quoi. Il est du côté des CRS. En même temps, quand on lit ce qu'il dit, c'est pas mal, moi je trouve, quoi. Il dit, après tout, les étudiants, ils n'ont aucun risque. C'est des fils de bourgeois, ils sont peinards, de toute façon, ils s'en sortiront. Alors que CRS, non. CRS, ils sont un culte et ils font ça pour gagner leur vie. Surtout, ils ne peuvent pas faire autre chose. Les étudiants peuvent faire autre chose, enfin à l'époque, hein, puisqu'à l'époque, les étudiants, c'était quand même encore des gens qui étaient issus de la bourgeoisie. Donc, voilà. Donc, c'est la même chose, hein. C'est l'idée de... il a été littéralement dégoûté, Pasolini, par la tournure qu'ont prise les différentes libérations, notamment sexuelles. Et il a été très farouche sur ça. Il a été très... voilà. Alors, il y a deux scènes dans ce film où des morts apparaissent aux vivants. Et pour Pasolini, comme chez Boccace, dans ce film, la mort, comme le sexe, est traitée sans pathos, avec une absolue simplicité et surtout sans aucune idée de surnaturel. Quand on voit les morts qui viennent parler aux vivants, ils sont comme s'ils étaient encore vivants, c'est-à-dire il n'y a aucun effet de surnaturel, etc. Ça me fait penser évidemment au songe de Sainte Ursule de Carpaccio, où l'ange arrive comme un être humain normal par la porte, et voilà. Et donc il y a cette espèce d'idée, les morts sont comme ils étaient quand ils étaient vivants, aussi simples et aussi naturels. Et ceux qui les voient les trouvent absolument comme avant, quand ils étaient encore vivants. Il y a deux scènes. Les deux scènes, c'est celle où l'amant qui a été tué par les trois frères, parce qu'il avait couché avec leur sœur, vient lui dire où il est enterré. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas savoir où il est, son amant. Elle comprend bien que ses frères l'ont éliminé, mais elle ne sait pas où. Et donc le mort lui dit, je suis là, tu connais l'endroit, etc., pour qu'elle puisse aller le déterrer. Elle ne peut pas parce que c'est trop gros, elle va juste prendre la tête. Elle lui dit, je suis désolé, je ne peux pas tout prendre, mais la tête, c'est plus facile, à transporter. Donc ça, c'est la première fois où apparaît donc un mort, et il est là comme s'il était là, comme à l'époque où il venait la voir dans la chambre. Et puis il y a dans l'épisode de la mort par exténuation sexuelle, c'est l'histoire des deux copains qui
c'est une bête sexuelle et il couche 5 fois par jour avec une femme, et l'autre lui dit attention, tu vas mourir si tu continues comme ça. Et ils se font une promesse. Le premier qui meurt vient raconter à l'autre comment c'est de l'autre côté. Et effectivement, ça se passe. C'est-à-dire quand il meurt, celui qui meurt vient apparaître à l'autre et il lui dit c'est pas si terrible que ce qu'on croit, et surtout ça compte pas si on a couché ou pas au niveau du jugement après de notre vie. Donc c'est un truc assez drôle, enfin, je trouve, sur ça. Mais c'est pareil, les morts cohabitent avec les vivants de façon absolument normale et naturelle. Il n'y a rien il n'y aurait aucun signe cinématographique que c'est extraordinaire, il n'y a pas de... Voilà, les acteurs sont là exactement comme s'ils étaient vivants. Alors, ce film a changé des choses dans la vie de Pasolini, notamment dans sa vie économique, puisque ce film, il est sorti fin août 71 et il y a eu un succès public inimaginable. Parce que c'était Pasolini, c'était pas un cinéaste populaire. Et là, ça a été un déferlement, parce que le film aussi, les films de Pasolini avant, ils étaient distribués sur une petite échelle, c'était du cinéma d'auteur. Là, il est distribué par la Unity d'artistes, et évidemment, eux, ils savent faire. Et ce sera la plus grosse réussite commerciale de l'année en Italie. C'est-à-dire que c'est le film qui a le plus de spectateurs de tous les films italiens de cette époque-là. Et aussi, c'est le film qui aura le plus de spectateurs aux États-Unis pour un film étranger. Et le film va rapporter 4,5 milliards de livres la première année. C'est-à-dire c'est un énorme succès. Et du coup, il n'aura aucun mal à faire les autres films. C'est-à-dire qu'après, il dit je veux faire je veux faire le Mille et une nuits, aucun problème, vas-y, quoi. Et du coup, alors, il s'est passé un truc très italien, c'est-à-dire que, évidemment, les autres producteurs, quand ils ont vu le succès de ce film, ils ont inventé un genre. C'est-à-dire, c'est le décaméronesque, c'est-à-dire le film en costume d'histoire, et puis il y a du sexe nu et tout. Il y en aura 30 de faits comme ça. Et ça, Pasolini, ça le dégoûte profondément, parce que lui, malgré tout, il a un projet. Il a un projet politique, il a un projet comme ça. Donc là, c'est une des raisons de l'écœurement de Pasolini, c'est-à-dire, voilà, les commerçants ont vu ce que j'avais fait et juste ils font du fric avec. Parce que lui, oui. Non, mais je voulais juste préciser quand même qu'à l'époque, c'est quelque chose qui se faisait à grande échelle quand même en Italie. Dès qu'il y avait un succès, en fait, qu'il soit d'ailleurs italien ou étranger, en fait, ça donnait naissance à un filon qui était exploité jusqu'à plus soif, et ça pouvait être parfois assez amusant. Enfin, là, moi, j'ai pas vu hein, comment dire, les films tirés du filon des Camerons, mais je sais qu'il y a d'autres exemples, qu'on prenne L'Exorciste, l'Inspecteur Harry ou n'importe quoi. En fait, ça a toujours donné lieu, voilà, à beaucoup de films. Et, enfin, c'est juste pour dire aux spectateurs qui connaissent pas, peut-être que c'est pas, c'est pas juste Pasolini, voilà, qui était. Tout à fait. Ça a été pareil pour les westerns spaghetti, c'est-à-dire dès qu'arrive quelque chose qui marche, immédiatement les producteurs lancent des réalisateurs sur essayer de renouveler le succès commercial. Sauf que là, évidemment, pour lui, c'était assez blessant parce que les films qui étaient issus de son film, évidemment, pour lui, n'étaient pas des films voilà, pour lui, c'était un peu dégoûtant. En gros, cette histoire-là. Alors, j'ai oublié de parler de quelque chose qui est assez étrange, enfin pour moi. C'est que Pasolini, jusqu'à ce film, c'est quelqu'un qui a des idées esthétiques très précises sur le cadre, sur la façon dont il filme, etc. Et là, c'est comme si le surmoi qui veut venir oublier à Naples, il oublie aussi en tant que cinéaste. C'est-à-dire que le filmage est beaucoup moins rigoureux, beaucoup moins calé, beaucoup moins cadré. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de joie de filmer. Il n'y a plus de surmoi. C'est comme si le surmoi, de la même façon que le surmoi sur la sexualité disparaît, le surmoi de lui maîtrisant formellement ses plans, ça y est moins. Donc on comprend pourquoi.
C'est-à-dire, on comprend que c'est plutôt fait sur la contagion, comme ça. Mais, bon, je ne suis pas le seul, mais pour beaucoup de pasoliniens, c'est, comment dire, on se dit comment celui qui a tourné Théorème et tout ça fait des plans comme ça. Parce que des fois, il y a des scènes, c'est filmé un peu comme à la télé, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de rigueur formelle, parce que justement, il ne voulait pas de rigueur. Puisque son sujet, c'était on perd la rigueur comme ça, idéologique et tout. Donc, je pense que c'était très volontaire. Pour les pasoliniens purs et durs, des moments, c'est un peu difficile. On se dit, bon, il aurait pu maîtriser un peu plus le filmage. Bon, je ne dis pas que c'est mal filmé, hein, mais il n'y a pas l'espèce de loi formelle qu'il y a dans ces autres films. C'est normal puisque c'était son sujet. Mais enfin, bon, disons que pour les fidèles de Pasolini, ça a pu un peu décevoir. Alors, en fait, donc ce film a fait beaucoup d'argent, a été beaucoup vu, mais la critique a boudé le film. Pour les raisons dont je parle là, c'est-à-dire la critique a dit c'est plus Pasolini, c'est plus l'auteur rigoureux qu'on aimait, etc. Ce qui se comprend. Je veux dire, c'était pas scandaleux de dire ça. Par contre, le film a eu beaucoup de succès auprès des censeurs, des tribunaux. C'est-à-dire que ce film a été l'objet d'un nombre incroyable de procès, mais qu'il n'a pas perdu. Parce que l'histoire de montrer un sexe d'homme en érection, même si c'est très discret, aurait pu faire interdire le film. Donc le film n'a pas été interdit, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il dit j'ai fait une avancée. Avec mon film, j'ai fait une avancée par rapport à la censure italienne et les autres s'en serviront. En gros, c'est ça l'idée. Voilà. Et quant au jugement des critiques, je pense qu'ils devaient se dire qu'ils n'avaient pas compris son projet. Parce que ce que je dis là, c'est un peu idiot, c'est-à-dire dire il n'y a pas la rigueur qu'il y avait avant, évidemment, puisque ce film veut être le contraire de la rigueur, comme ça, d'une pensée classique. C'est un film plus carnavalesque, où il y a le haut et le bas, il y a la culture noble et la culture basse, il y a tout quoi, dans ce film. Et du coup, il renonce un peu à la maîtrise absolue. Il laisse aussi aller du côté du filmage. Voilà. Alors, bon, après ça, donc, il va faire les deux autres à toute vitesse, mais il va expliquer pourquoi il les abjure. Et il dit ces films étaient pour moi une nécessité du point de vue historique et idéologique. Il fallait que je fasse ces films pour que les choses évoluent en Italie. Il dit ces œuvres, enfin les trois, s'insèrent dans la lutte pour la démocratisation du droit à s'exprimer, à la libération sexuelle, qui étaient deux moments fondamentaux de la dimension progressiste des années 50 et 60. Alors pour lui, mais ça c'est dans tout ce qu'il fait, ce qu'il dit, pour lui, la coupure, c'est le début des années 70. Il dit là, d'un seul coup, il dit je prends conscience que toute cette libération était fausse et qu'on vit maintenant, bon, il va fort, il dit on vit sous un nouveau fascisme, c'est celui de la consommation de la télé. Mais il dit ce nouveau fascisme vaut l'ancien, à ses yeux à lui. Et donc il dit voilà pourquoi j'abjure. Et il dit, bon c'est violent, donc en 73, il dit je suis moi aussi en train de m'adapter à la dégradation de la société italienne, des valeurs et de la pensée, et j'accepte l'inacceptable, j'essaie de réorganiser ma vie, j'oublie comment les choses étaient avant, et là il dit une chose terrible, il dit les visages aimés d'autrefois commencent à jaunir. C'est horrible, c'est-à-dire, et évidemment ça va déboucher sur Salo. C'est-à-dire, il dit, je réadapte mon engagement à une meilleure lisibilité. C'est-à-dire, ce que je montre dans ces trois films, c'est lisible par tout le monde.
par le public populaire, alors qu'avant, c'est clair qu'il y avait peu de gens dans le public qui allaient voir Théorème et qui comprenaient, disons, son projet de faire Théorème. Il dit là, tout le monde me comprend, mais c'est clair que ce dégoût qu'il a va faire qu'il va faire le contraire absolu dans Salo. Salo va être un film, au contraire, de l'horreur. Enfin, le spectateur ne peut pas regarder ce qu'il voit, alors que là, il le regarde avec plaisir, avec complaisance. Donc après, il dit, après ça, je vais faire un film le moins complaisant du monde, et que personne ne pourra avoir du plaisir en le regardant. Donc ça annonce un moment. C'est la bascule entre la trilogie et Salo, qui est son dernier film. Et donc qu'on proposera à la prochaine séance. Juste avant ça, j'aurais aimé peut-être revenir une dernière fois sur le Décaméron et parler en quelque sorte des possibles bonus au film, en fait, parce que j'ai vu qu'il y a 2 segments en fait du film qui ont été perdus. Enfin, il y en a Oui. un seul qui a été tourné, je crois, c'est celui qui s'appelle Alibek ou Alibek, je ne sais pas comment on prononce. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus dessus, sur pourquoi est-ce qu'il l'aurait enlevé ou, Non, je ne sais pas. À mon avis, c'était aussi parce qu'il avait trop tourné et qu'il voulait faire un film de durée normale. Si on s'adresse à l'époque aux spectateurs, quand on veut avoir les spectateurs, tous les spectateurs, on ne fait pas un film d'une heure, 3/4, quoi. Aujourd'hui, on fait 2 heures, mais à l'époque, c'était ça. Et après, non, je n'ai pas d'informations sur cet épisode. Je sais qu'il l'a tourné, mais je ne sais pas, j'en sais pas plus. Alors, je sais qu'il y a peut-être pour les gens qui veulent aller plus loin, il y a un bonus en fait sur l'édition anglaise ou américaine, je crois, du Décaméron. Il y a un documentaire là-dessus, en fait. Donc, en fait, les images n'existent pas, hein, de ce segment parce qu'apparemment, ils ont été perdus. Mais il y a une reconstitution avec des titres et puis des photos, quoi. On raconte l'histoire et c'est assez intéressant. Mais comme vous dites, de toute façon, ça aurait sans doute allongé beaucoup trop le film. Mais voilà, enfin, je sais que c'est disponible à l'étranger, en tout cas, pas en France. D'accord. Je vais aller Ouais. aller chercher ça. En tout cas, lui, Ouais. parce que moi, je crois que j'ai lu à peu près tout ce qu'il a pu dire sur ce film. Il n'en parle jamais. Ah oui. Il ne dit pas j'ai coupé, ou j'ai dû couper, ou bien j'ai eu tort de tourner. Il ne dit pas un mot sur cette histoire. Donc, lui, mais bon, peut-être aussi que pour lui, c'est un mauvais souvenir. Enfin, peut-être que avoir dû renoncer à ça, c'est peut-être pas bon. Je vais aller chercher ça sur Internet. Et je vous prêterai ma copie, peut-être, si vous voulez. Ah oui. Et un autre élément par rapport à ça, c'est que j'ai lu que Sergio Citti, dont vous parliez tout à l'heure, a tourné un film qui s'appelle Histoire scélérate en 73. Et apparemment, en fait, ça c'est très inspiré de la trilogie, si j'ai bien compris. Tout à fait. Ça prend d'autres, ça parle du Décaméron. Mais les contes qu'il va tourner après, dans la trilogie, ça vient aussi, c'est la postérité de Boccace. C'est-à-dire que Boccace, après, a inspiré beaucoup d'auteurs qui ont pris son principe, c'est-à-dire articuler, faire beaucoup de petites nouvelles qui décrivent un ensemble. En gros, et c'est clair que Sergio Citti, il a dû il a vu comment Pasolini travaillait, et ça a dû lui faire très envie. C'est-à-dire, Sergio Citti était quand même très proche de Pasolini, y compris dans la création. Y compris sur les scènes qui tournaient. C'est pas, comment dire, ils n'imitent pas, mais ils sont tellement pareils sur l'envie de faire des films parce que après tout, Sergio Citti aurait pu être un mauvais cinéaste ou un pur imitateur, et c'est pas le cas du tout. Ostia est un film absolument magnifique et qui annonce en plus la mort de Pasolini, puisque le héros meurt sur la plage au même endroit. C'est-à-dire il y a quand même un truc de fou, quoi, sur à quel point ils sont proches l'un de l'autre. Et j'aime beaucoup l'idée que, je l'ai dit tout à l'heure, que Pasolini dit
il était devenu réalisateur, donc normalement, il aurait dû refuser d'être assistant, puisqu'il avait un nouveau statut. Et il dit, mais il était tout content de venir faire mon assistant. Je trouve ça très beau. Enfin, sur la relation voilà, qu'il y avait entre eux depuis le début, hein, puisque quand Pasolini le rencontre dans la banlieue à Ciampino, il comprend que ce type a une vraie culture populaire intime, et notamment le langage, le romanesque, et donc c'est leur lien. Et des fois, il dit c'était mon dictionnaire ambulant. C'était, en gros, voilà. Et c'est lui. Et après tout, si Pasolini a eu du succès en littérature et en début en cinéma, c'est grâce à ce que lui a donné Sergio Citti sur la culture populaire et sur le langage populaire. Donc, effectivement, il lui doit pas mal. Pardon. Donc, vous nous recommandez de voir les films également de Sergio Citti. Hein. Ah Donc, oui, c'est vraiment un très beau film. C'est pas, je dis ça même pas par rapport à Pasolini. C'est un vrai cinéaste. Par contre, je crois qu'ils ne sont pas évidents à trouver. Hein. Moi, je sais que je ne sais pas s'ils sont édités en DVD en France. Il faudra si. regarder. Si. Ah oui, moi je l'ai, donc si, ils ont été édités en DVD en France. D'accord. Donc, ben voilà. De toute façon, maintenant, on peut aller sur La Loupe et on a presque tous les films. Il faut être invité, je crois. Ah non, La Loupe. Et puis La Loupe, ils sont en pleine légalité, c'est-à-dire que si un film existe en DVD, ils ne donnent pas le lien. C'est très contrôlé par ceux qui ont organisé cette chose-là. Voilà. Ah ben alors, merci pour l'information. J'espère que voilà, nos spectateurs, auditeurs en prendront bonne note. Et puis donc, on se retrouve le mois prochain pour le dernier film donc, du cycle, qui est donc Salo, comme vous l'avez dit. Et bon, j'ai peu d'espoir qu'on puisse le présenter en salle, mais bon, le suspense reste entier. Non, c'est pas impossible. Voilà. Mais on va voir, on va attendre les annonces. Sinon, on finira l'année comme ça, sur l'écran. Très bien, à bientôt alors. Merci beaucoup Alain Bargala, et donc je vous donne rendez-vous au mois prochain. Merci. Entendu. Au revoir.